Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Dans cet épisode, on parle data, big data, les coins, you name it. Vous saurez tout dans un moment. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas toujours de laisser 5 étoiles, un petit pouce vers le haut, de vous abonner. Je vois dans nos stats que vous êtes nombreux à nous écouter sur un navigateur web. C'est bien, c'est pas le plus confortable. N'hésitez pas à vous abonner également dans vos applications de podcast. Dans cet épisode, je l'ai dit, nous allons parler de données, de stockage, d'analyse, ce qu'il y a moyen de faire avec les données. Et j'ai le plaisir d'accueillir Florent Brosse. Florent, je dois bien dire. Je t'explique pourquoi j'ai cette tendance à dire Florian, c'est parce que mon fils s'appelle Florian. Et donc, j'ai du mal à prononcer Florent. Florent Brosse, tu es Solution Architect chez Databricks. Merci d'être là. Dis-moi, Databricks, c'est quoi ? Merci Sébastien de m'avoir invité déjà. Databricks, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une entreprise qui va vous aider à gérer en fait tous vos problèmes de data et de machine learning. Donc nous, l'entreprise a été créée par les concepteurs de Spark, de MLflow et de Delta Lake. Donc on aura l'occasion d'en parler. De reparler de tout ça. Oui. Mm-hmm. Et donc on a fait deux paris quand même. Juste, on s'est committé assez rapidement sur la partie cloud, contrairement à d'autres compétiteurs à l'époque de la création. Et on a un autre principe, c'est vraiment on s'est misé sur la partie open source comme socle de nos produits. Donc vous offrez des produits, vous développez vos produits en open source ou certains de vos produits en open source et vous offrez des solutions qui sont déployables dans le cloud et dans le cloud uniquement pour l'analyse de données, et le cloud est le meilleur endroit pour analyser les données puisqu'on a virtuellement un stockage illimité, virtuellement illimité en tout cas. Enfin moi je dis à nos clients en général, la limite c'est votre budget, c'est pas nos disques durs dans les data centers. Alors tu as parlé de Spark, ça me parle un tout petit peu. C'était des clusters d'analyse données à l'époque où on parlait big data. Je sais pas, est-ce qu'on parle encore de big data aujourd'hui ? Quels sont les types d'analyse de données ? Quels sont les outils d'analyse de données que vous proposez pour vos clients ? Comme tu disais, en fait, Spark, ça fait vraiment partie de notre moteur de calcul c'est un moteur de calcul distribué et c'est vraiment le socle de notre solution. Donc, ça va permettre en fait de faire toute la partie ETL. Donc, on peut charger des données depuis différentes sources, les charger et les stocker donc sur S3 au format Delta. Donc, c'est le format qu'on a développé qui est au-dessus du format Parquet. Parce que Parquet en fait ça manque quelques on peut pas faire de delete par exemple, on peut pas faire de merge, on peut pas faire du time traveling. Donc toutes ces choses là qu'on a rajouté au format Delta, donc qui va correspondre à un format Parquet plus des métadonnées. Je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail tout de suite. Et j'ai envie de rebondir sur chacun. Vas-y. Donc, Spark, si je suis un développeur, c'est quoi ? Ça se programme en Scala et si je suis développeur, comment je peux commencer sur Spark ? C'est un bon point. Alors, et c'est vrai qu'effectivement, ça a été développé en Scala à la base, mais on a un système d'API qui peut se permettre, maintenant la plupart des développeurs font du PySpark et donc utilisent du Python. Parce que c'est vrai que les data engineers, les data analysts, même les data scientists sont plutôt Python. Et donc, toutes les fonctionnalités maintenant sont possibles en Python. Et aussi en R, même si c'est moins utilisé. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait Spark ? On va avoir, l'avantage de Spark, c'est vraiment une communauté. Donc, on a énormément de connecteurs vers les différentes briques. Donc c'est-à-dire que on va avoir des connecteurs vers les bases de données, donc on a des connecteurs JDBC, on a des connecteurs vers Kafka, on a des connecteurs vers des file systems. Donc on peut lire par exemple des fichiers JSON, des fichiers CSV, des fichiers XML. Et tout ça c'est sur catalogue. Donc c'est-à-dire que on va juste récupérer la dépendance, donc la librairie qui va permettre de faire ça, et on va pouvoir très facilement charger ces données. Après en mémoire, on va ce qu'on appelle avoir un data frame qui va correspondre à un aspect, en gros une table avec des colonnes et des lignes, comme on peut retrouver dans une base de données. Et on va pouvoir faire des transformations. Et donc ça, pareil, on va pouvoir faire des maps, des reduce, des choses comme ça.
mais de façon assez haut niveau. C'est contrairement à ce qu'avant il y avait ce qu'on appelle le MapReduce, qui était la base de Hadoop. Voilà. Maintenant avec Spark on peut faire des choses beaucoup plus élaborées. Et aussi ce qui est intéressant c'est pour des gens qui sont pas très développeurs, moi j'aime bien poser cette question-là, est-ce que vous savez faire du Spark? La plupart des gens vont me dire ah non je sais pas faire tout ça. Et en fait je dis mais est-ce que vous savez faire du SQL? Et là ils vont me dire ah oui je sais faire du SQL, parce que la plupart des développeurs connaissent le SQL, ou au moins les data scientists ou les data engineers, enfin tout le monde connaît le SQL. Et donc là je leur dis bah voilà vous savez faire du Spark, parce que on a aussi tout un système d'API en Spark, en SQL sur Spark, qui permet de faire la même chose. Et donc ça permet de mettre l'outil dans des mains de gens peut-être un peu moins techniques, des business analysts par exemple qui connaissent déjà SQL. S'ils ont la définition des métadonnées, donc des tables, des colonnes, ils peuvent simplement taper les commandes SQL et l'API transforme ça en code Spark exécuté sur un cluster en dessous. C'est comme ça. C'est exactement ça. Et l'intérêt en plus, c'est qu'il n'y a pas de différence de performance. C'est-à-dire que si on fait du SQL ou du Python ou du Scala, on va avoir si on utilise les mêmes API, en fait derrière ça va être les mêmes performances. Et c'est même souvent conseillé de faire du SQL. Enfin, pour les cas simples, c'est conseillé de faire du SQL parce que finalement on va avoir un moteur d'analyse de requêtes qui va optimiser ces requêtes-là. Et donc ça fait que vous allez souvent même avoir des meilleures performances si vous faites les choses en data frame plutôt que le faire avec les anciennes API qui sont assez bas niveau et qui sont en Scala ou en Python. Et les données, elles sont où typiquement? Si c'est sur AWS, c'est S3, je suppose. Ce sont des fichiers texte. C'est de ce genre de données-là qu'on parle. Alors, comme je le disais, les sources de données, ça peut être multiple. Nous, on a des clients, on peut travailler avec des gens qui font de l'IoT, donc qui vont charger les données. Alors, effectivement, là, nous, ce qui est bien, c'est que les sources, on les prend d'où on veut. Par contre, une fois qu'on les a traitées et qu'on va les sauvegarder, nous on va utiliser le cloud storage du client, et donc on va utiliser le compte AWS du client, et donc on va utiliser son bucket à lui qu'il aura défini. Et donc les données sont dans S3. Tu as parlé de différents formats de données au début, tu as mentionné Parquet. Typiquement on va avoir du CSV, du JSON. C'est quoi les différents formats de données typiques que vous voyez chez les clients? Alors effectivement en entrée, typiquement ça peut être du CSV, du JSON, du XML, ou alors des choses un peu plus ça peut être des images par exemple. Ça peut être... T'as mentionné Parquet aussi. Ouais. Parquet c'est quoi? Alors du Parquet en fait c'est un format de stockage qui est open source aussi, qui a été développé par Apache, qui est un peu le format standard quand on utilise du Spark, et qui est un format qui est par colonne. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des optimisations, des compressions qui sont par colonne, et qui sont c'est un format qui est quand même très très performant en termes de compression, et qui permet de récupérer par exemple facilement cette colonne-là. Si on veut faire des selects et récupérer quelques colonnes, ça permet d'optimiser très fortement les temps de réponse. Oui, CSV, c'est en ligne. Voilà. Et tous les records sont séparés par des virgules. En Parquet, c'est toutes les données d'une même colonne d'abord, et puis la seconde colonne, et puis la troisième colonne. Plus la compression. Ça permet d'optimiser et de compresser. Donc ça permet d'avoir des choses qui sont performantes. Et par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé donc un format qui s'appelle Delta, ou Delta Lake, et donc qui va être au-dessus de Parquet, c'est-à-dire qu'on va utiliser quand même le format Parquet pour sauvegarder les données. Par contre, on va rajouter de la metadata, et cette metadata va nous permettre justement de faire de l'acidité. Donc on va pouvoir faire des transactions acides, on va pouvoir faire aussi du time traveling, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir toutes les versions vont être sauvegardées, et on va pouvoir dire je vais pouvoir utiliser la version d'il y a une semaine, ou la version numéro 2. Et ça, c'est très intéressant pour justement pour faire du machine learning, parce que quand on est on est en phase d'évaluation de modèle, on n'a pas envie que notre modèle soit impacté par le fait que la donnée a évolué. Et ça permet aussi alors avant, ce que faisaient les clients, c'est qu'ils sauvegardaient les données plusieurs fois. Ils sauvegardaient le format Parquet il y a une semaine, le format Parquet d'aujourd'hui, etc. Et ça fait de la duplication de données. Ça a un coût déjà. Et en plus, c'est plus compliqué à maintenir, parce que on sait plus quelle version c'était. On n'a pas forcément de lineage.
Et voilà, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une seule donnée écrite qu'une seule fois. Et je voudrais comprendre comment ça marche si je suis un développeur et que j'ai envie de commencer, de mettre les mains dedans, et je vais y venir dans une seconde. Je voudrais encore poser une question sur les use cases d'abord, parce que tu as parlé d'ETL, de transformation, mais on a aussi parlé SQL, et typiquement SQL pour des business analysts, on peut imaginer un système plus interactif où un business analyst peut aller poser sa question en SQL et obtenir une réponse, comme on le ferait sur un data warehouse. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que ce sont ces deux types d'usages-là, ou est-ce qu'il y en a d'autres, ou est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre? Ouais. En fait, c'est vrai que j'ai peut-être pas été assez clair au début. En fait, là, donc notre solution, c'est vraiment pour les data engineers, les data analysts et les data scientists. Donc on est là, on a une plateforme unifiée pour que toutes ces personas travaillent ensemble sur la même plateforme. Et donc le but, c'est que donc les data engineers vont permettre de faire la partie ETL, donc ils vont ingérer les données. Donc, comme je disais, ça peut être de l'IoT, on peut même faire du CDC depuis une base de données. Donc le but, c'est d'avoir comme un data lake, c'est de récupérer le plus d'informations possible sur la plateforme. Ensuite, on va avoir nous, ce qu'on aime bien parler, c'est de bronze, silver, gold. Donc, en fait, on va charger les données sous un format, on dit format bronze. En fait, c'est juste que c'est des formats qui sont pas, c'est des données qui sont pas encore traitées. Ensuite, on va les améliorer, ces données-là. Potentiellement, enlever les informations personnelles, donc par exemple les emails, nettoyer, les emails, les numéros de téléphone, toutes les données qui ne sont pas nécessaires finalement ni au BI ni au machine learning. Et de toute façon, c'est aussi des conditions de la GDPR. Enrichir aussi, aller faire des jointures avec d'autres datasets. C'est ça, enrichir, parce que potentiellement, on peut très bien avoir un flux de clients, mais on n'a pas forcément les produits qu'ils ont achetés, on n'a pas forcément l'historique de des commandes, etc. Donc tout ça, on fait aussi, donc la partie silver, on va faire le nettoyage et quelques jointures. Et après la partie gold, on va faire les derniers ajustements, faire des agrégations potentiellement pour que les données soient facilement requêtables par le BI ou par du machine learning. Et donc, donc c'est toute cette phase de préparation, nettoyage, cleansing, on dit en anglais, anonymisation, enrichissement du dataset pour le préparer après à des usages soit de business analytics, comme tu as dit, BI, soit de machine learning, et on va parler des deux après. Tu m'as convaincu, j'ai envie de commencer sur votre solution Databricks. Qu'est-ce que je fais? J'ai mon compte AWS, j'ai une instance ACD, est-ce que je download, j'installe moi-même non, évidemment, je pose la question exprès. Comment que je fais? C'est une bonne question. Déjà, il faut savoir qu'on est en partenariat avec AWS. Donc, vous pouvez aller sur la marketplace et vous allez trouver déjà des informations. Donc, on a annoncé. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'il faut sur la marketplace, il faut se committer. C'est-à-dire qu'il faut prendre un abonnement. Un abonnement. En gros, il me semble que c'est $10,000. Donc c'est un peu compliqué pour l'instant, mais on a annoncé là qu'on passait à du pay as you go. Donc comme le reste du cloud. Comme le reste du cloud. Donc on l'avait déjà, mais c'était moins facile. Enfin, en tout cas pas par la marketplace. Donc là, par la marketplace, vous allez avoir le pay as you go. Donc vous allez pouvoir, alors très prochainement, payer à l'utilisation. Donc ça, c'est pour la partie. Il y a une offre gratuite pour commencer aussi. Alors effectivement, il y a une offre gratuite. Vous pouvez pouvez taper sur Google Trial Databricks et vous allez avoir, il me semble, 15 jours. Et après, on peut aussi si vous avez un solution architecte, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez pour ça écrire à bonjour@databricks.com. Je mettrai les liens dans les notes du podcast, évidemment. Si vous scrollez un peu dans votre app de podcast, vous allez trouver tous les liens dont on est en train de parler, les adresses email et les sites web. Mais donc, si je suis dev, data engineers dans une boîte et j'ai envie de commencer avec Databricks, je vais sur la marketplace. Ouais, alors c'était pour la partie plus licence, etc. Licence, mais non, vous, si vous voulez tester, le plus simple, c'est vraiment passer par la partie trial de Databricks. Et ensuite, concrètement, comment ça marche en fait? Il faut savoir que tous les moteurs d'exécution, que ce soit Spark
ou notre moteur qu'on va parler peut-être plus tard, qui est amélioré, qui s'appelle Photon, vont tourner en fait sur vos instances, enfin sur votre compte. Donc ça c'est un choix qu'on a pris. Donc vous allez pouvoir comme ça aussi garder toute votre optimisation de coûts. C'est-à-dire que si vous avez si vous voulez faire du spot, mais si vous avez aussi faire du réserve instance ou alors je me rappelle même plus comment s'appelle le nouveau service. Les saving plans. les saving plans. Voilà. Oui, en fait, le fait de pouvoir déployer dans mon compte, ça me permet d'assurer que mes données restent chez moi, et puis toute mon infrastructure de compliance, de sécurité, etc. Elle est déjà en place a priori, et donc je déploie votre solution sur des instances EC2. Mais je déploie comment? Venons-en. Ouais. Alors c'est assez simple en fait. Donc il y a plusieurs solutions. Ou vous nous laissez créer un VPC pour vous. Donc pour ça, on peut utiliser un CloudFormation. Donc vous allez cliquer sur exécuter voilà un stack CloudFormation qui va vous demander quelques informations, en gros le subnet, enfin combien de subnets vous voulez déployer, quels sont le range d'IP, enfin du CDR plutôt, et ensuite vous allez juste nous donner, ça va aussi créer un rôle qui est cross-account, parce que c'est comme ça que nous, on va pouvoir lancer des instances chez vous. Donc, en gros, c'est ça. Vous allez lancer une CloudFormation qui va démarrer un VPC et créer un cross-account que vous allez nous donner. Et comme ça, nous, avec ce cross-account role, on va pouvoir déployer des instances dans votre VPC que vous avez configuré. Et comme ça, vous allez pouvoir lancer des jobs. Alors, et donc les instances sont préconfigurées, préinstallées. Moi, je dois rien installer, et je suppose qu'il y a une interface graphique de gestion de configuration. Une fois que l'instance est démarrée, je me connecte sur un endpoint et c'est parti. Ouais, alors c'est ça que c'est. Ouais, j'ai peut-être pas encore été assez précis là-dessus. C'est qu'il y a deux éléments. Il y a le control plane et le data plane. Donc le data plane, il est chez vous. Donc c'est là où vous allez faire les moteurs d'exécution, enfin c'est là où vous allez lancer les instances, c'est là où vous allez faire les calculs, etc. Et c'est là où le data finalement va être processé. Par contre, le control plane, il est chez nous. Donc quand le client va se connecter à Databricks, il va se connecter par une interface web. Et cette interface web, c'est un endpoint qui va arriver chez nous. Et donc on va avoir un control plane par cloud. Donc si vous êtes sur AWS, vous allez avoir un control plane par région aussi, et par cloud. Ça c'est intéressant. Donc les options de déploiement, c'est pas uniquement AWS, vous supportez les autres hyperscalers comme on dit, ou d'autres clouds. Exactement, donc on supporte les trois plus gros, que ce soit donc Azure, GCP Google et AWS. Et Microsoft. Ok, cool. Donc ça laisse la possibilité de déployer certains workloads sur certains clouds en fonction des préférences des entreprises ou des types de données qu'ils ont, de l'histoire. Il y a plein de raisons parfois d'utiliser plusieurs clouds. J'aime bien cette approche control plane chez vous. Ça veut dire que l'interface d'administration est hostée chez vous. Je peux pas la voir, je peux pas rentrer dedans. J'ai juste l'interface web avec laquelle je peux interagir avec le système, mais toutes les actions que je déclenche sur cette interface web s'exécutent chez moi dans mon compte, d'où la permission IAM dont tu parlais au début, qui vous donne les permissions finalement de démarrer des instances dans mon cloud. Tu as dit une autre chose qui a titillé ma curiosité. On parlait de l'engin Spark qui est historiquement celui que Databricks et les fondateurs de Databricks ont développé, mais tu en as mentionné un autre qui s'appelle Photon également. C'est quoi, en quoi c'est différent et pourquoi j'utilise l'un ou l'autre? En fait, Photon, c'est une réécriture du moteur de calcul de Spark en C. Et donc ça permet, ou en C++, d'ailleurs j'ai un doute. Et donc, en langage de bas niveau. En langage de plus bas niveau, donc pas en Java ni en Scala, donc pas sur une JVM. Et donc c'est pas gentil pour Java ou Scala, c'est performant aussi, mais ok. Voilà. Si, c'est très performant. D'ailleurs, on le voit, la plupart des moteurs de recherche sont aussi en. Enfin, d'ailleurs, je suis assez étonné toujours que beaucoup d'outils de big data restent en Java et sur la JVM. Ouais. Donc on voit bien que c'est quand même très performant. Et donc Photon, ça a été recodé en C++. Et donc ça permet en fait d'avoir des performances qui sont meilleures. Et donc on a fait des benchmarks par exemple sur des benchmarks qui
sont présents sur la communauté et donc qui permettent justement de se comparer par rapport à d'autres outils et on est jusqu'à 10 fois plus rapide avec Photon qu'avec Spark. Et pour moi, développeur, c'est une option au moment où je déployais mon job. Je choisis l'un ou l'autre. Est-ce que c'est compatible en termes de code qui va s'exécuter dessus? Alors oui, en fait, c'est quand on va lancer son cluster, parce qu'en fait, les jobs vont être lancés dans un cluster. Donc le cluster, c'est quoi? C'est une multitude de nœuds, de workers. Après, on peut avoir des options si on veut faire du single worker, ou on peut avoir du multiple. Comme en fait, il faut voir ça un peu comme ce qu'on aurait avec EMR. Oui, Elastic MapReduce. Voilà, Amazon Elastic MapReduce. Et donc, ce que je disais, c'est que quand on va lancer notre cluster Databricks, on va avoir une option, est-ce qu'on veut utiliser du Photon ou pas. Et l'autre question, c'est est-ce que c'est compatible? Alors oui, c'est compatible. Alors tout n'est pas encore optimisé par Photon, mais ce n'est pas grave. Si ce n'est pas optimisé, en fait, on va avoir un fallback vers du code Spark. Et donc, la partie optimisée sera optimisée, la partie non optimisée ne le sera pas. Et donc, c'est assez transparent pour moi, développeur, finalement. J'ai pas besoin de savoir quel est le moteur d'exécution. Non. En dessous, c'est plutôt un point d'administration, un détail de déploiement, enfin un détail important en matière de performance aussi. Tu as parlé, tu as mentionné un moment Lakehouse et Data Lake, et on peut pas parler Databricks sans parler Data Lake, parce que finalement, ce que tu décris, ça correspond dans mon image mentale à un Data Lake. Vous avez un système qui a une vue sur plusieurs sources de données, qui a des métadonnées sur l'ensemble de ces sources de données, qui est capable de combiner des données qui viennent de ces différentes sources de données. Ça ressemble assez fort à la définition d'un data lake. Vous le positionnez comme ça ou vous l'expliquez comme ça? Alors, c'est vrai qu'historiquement, on avait vraiment cette partie data lake, mais en fait, nous, on a été aussi les premiers à parler de la partie lakehouse. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un lakehouse? C'est en fait, c'est le meilleur des deux mondes entre un data lake et un data warehouse. Et je pense que AWS aussi a cette communication-là. Donc, on l'appelle pas Lakehouse, mais oui, il y a des passerelles, on fait des connecteurs entre notre outil de data warehouse. J'ai un trou de mémoire là qui Redshift. Merci, merci. J'avais un trou de mémoire entre Redshift et d'autres systèmes qui. Redshift peut interroger de la donnée qui est sur S3 par exemple. Oui, c'est la même idée. En fait, on continue sur Lakehouse. Ouais, donc l'idée c'est de pouvoir ingérer toutes les données possibles, que ce soit des données structurées comme des CSV, des JSON, et des données moins structurées comme ça peut être des images. Parce que c'est vrai que maintenant quand on fait du machine learning, on a besoin vraiment d'avoir ces deux types de données, mais aussi de façon performante. Donc on va justement avec cette partie delta, on va aussi avoir cette optimisation de performance. On peut avoir des index, on peut avoir des partitionnements, on peut avoir des Bloom filters qui vont permettre de faire des requêtes beaucoup plus rapidement. On a aussi plein de métadonnées sur les fichiers qui sont sauvegardés et donc qui vont pouvoir nous dire voilà, est-ce qu'on peut éviter de lire ce fichier ou pas. Et donc ça va nous permettre d'avoir des performances finalement d'un data warehouse tout en gardant les données dans votre S3. La flexibilité, voilà. Ouais, la flexibilité de stockage et de manipuler différents formats de données. On aime bien répéter, et vous et nous, qu'un lakehouse c'est pas, ou qu'un data lake c'est pas un produit, c'est une manière d'organiser ces données, de contrôler la sécurité et les accès. Et votre solution permet de s'intégrer justement entre un data lake et un warehouse, ou d'avoir le meilleur des deux mondes, comme tu le disais. Ça, c'est un moyen d'exploiter les données, et donc je voulais revenir dessus. L'autre moyen, tu as juste lancé le mot à un moment, mais il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je le reprends aussi. Tu as dit machine learning, parce que c'est un autre moyen aujourd'hui d'analyser les données. Le job traditionnel de TL, Spark, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années maintenant, mais de plus en plus, vos clients vont sur le machine learning. Donc, comment est-ce que vous greffez sur cette partie machine learning? Est-ce que vous greffez sur du SageMaker sur AWS ou d'autres solutions? Comment ça marche? Alors, c'est une bonne question. Et donc, en fait, nous, dans notre outil, sur notre plateforme, on va avoir des notebooks.
Et sur ces notebooks, ça va être très simple pour un data scientist de prendre ça en main, parce que c'est l'outil qu'il utilise tous les jours. Et donc il va pouvoir utiliser ces librairies de machine learning qui sont la plupart en Python, où il peut faire aussi du Spark ML. Donc tout est disponible, tout est possible. Donc sur ce notebook, il va pouvoir se connecter à un cluster. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une décorrélation entre le moteur d'exécution et le notebook. Et donc en temps réel, il va pouvoir dire, bah voilà, finalement ce notebook, j'ai envie de le passer sur du GPU, donc je vais avoir une instance qui soit, je sais pas, du G5. AWS a sorti les G5 dernièrement. Voilà, je vais passer sur des G5. Et finalement, j'ai envie d'avoir du 12x large pour avoir plusieurs GPU. Mais je vais pouvoir passer sur des G5 12x large en quelques secondes. Et ça, c'est le control plane de Databricks qui gère et qui lance des instances et vous déployez vos frameworks dessus? Oui, en fait, donc dans nos images AMI, on a déjà en fonction de ce qu'on choisit, parce qu'on peut avoir plusieurs images, on a des images qui sont optimisées pour faire du machine learning, d'autres non. Et en fait, qu'est-ce qui change concrètement, c'est quelles sont les librairies qui sont installées. Donc, on va avoir par exemple TensorFlow qui va être installé, ça peut être du scikit-learn, etc. Donc, on a une multitude de librairies Python qui sont déjà installées, qui vont nous permettre l'utilisateur d'aller plus rapidement vers ces frameworks-là, mais rien ne lui empêche d'en rajouter en faisant un pip install et d'installer ce qu'il veut. Donc depuis un seul control plane, une seule interface web, je gère à la fois mes clusters d'analytique plus traditionnels Spark ou des clusters pour faire de l'entraînement sur base du même jeu de données grâce à vos connecteurs et le fait qu'il y ait une vue centralisée sur l'ensemble des données. Voilà. C'est un bon résumé? Ouais, et en plus on va déjà, vu qu'on sait que vous allez faire du machine learning dessus, on va faire les choses qui sont un peu compliquées, par exemple paramétrer tout ce qui est CUDA ou CUDA, je sais plus comment on dit, et donc faire en sorte que les GPU soient bien installés avec les bons drivers et que TensorFlow ou PyTorch puissent utiliser les GPU. Ouais, et ça élimine déjà des heures et des heures de travail manuel, parce que installer la bonne version du driver avec la bonne version de la librairie sur la bonne version du GPU, c'est pour ça que j'ai des cheveux blancs d'ailleurs. Parfois, c'est pas facile. Les optimisations, les nouveautés apportées par Databricks par rapport à l'écosystème Spark, alors évidemment, il y a l'interface graphique, le control plane qui permet de déployer cette infrastructure dans mon compte AWS ou sur un autre cloud, mais tu as mentionné deux nouveautés techniques également, qui est le runtime Photon et le format de fichier Delta. Est-ce que je peux en bénéficier en open source également, si je fais les choses tout seul dans mon coin? Alors Delta, oui, c'est un projet open source, donc vous pouvez très bien l'utiliser sans utiliser du Spark, hein. Vous pouvez même on-prem ou même avec EMR ou avec d'autres outils qui font du Spark, sauvegarder en format Delta. On a aussi, c'est vrai, du Panda sur Spark. Donc ça c'est intéressant parce que la plupart des utilisateurs font. Ça répond pas forcément à la question. Mais si, c'est quels sont les outils open source, parce que tu as parlé d'open source au début, donc je me permets de revenir sur cet aspect. Quels sont les outils open source que je peux utiliser, peut-être en dehors du contexte du produit commercial de Databricks? Voilà. Donc en fait Panda aussi, donc c'est quelque chose qu'on a rajouté à Spark dernièrement. Donc maintenant c'est natif. Avant il fallait l'installer, il fallait rajouter une dépendance. Maintenant c'est natif à Spark. Et on va Panda, pour les gens qui sont pas trop data, moi je suis pas trop data non plus. C'est une librairie Python qui permet de la manipulation de datasets extrêmement facilement. Et quand tu dis Panda sur Spark, c'est quoi? Ça veut dire l'implémentation des transformations haut niveau exprimées en Python Panda s'exécute sur un cluster Spark en dessous? C'est ça, on a exactement la même API que Panda, et sauf que ça va être fait en mode distribué, parce que Panda normalement c'est sur un seul nœud. Ouais. Et donc là, vous allez avoir la distribution et donc l'optimisation de cette distribution. D'accord, donc moi j'ai fait du Panda gentil sur des petits fichiers de 2 mégas, ça marche très bien sur mon laptop, mais quand il y a 3 gigas, ça marche plus, et il faut distribuer. Ok, j'ai compris. D'autres choses en open source? Oui, alors c'est vrai qu'on a parlé de machine learning, mais en fait, nous, toute notre stack de machine learning est basée sur MLflow. Et donc MLflow va vous permettre de gérer en fait tout votre cycle de vie et de votre machine learning. Donc on va avoir, en fait on a plusieurs composants dans MLflow. On va avoir comment dire, ça s'appelle ça, un modèle registry, donc comme on peut retrouver d'ailleurs dans SageMaker, hein. Donc quelque chose qui va vous permettre de
enregistrer des modèles, de gérer leur cycle de vie, donc c'est-à-dire les passer du dev à l'intégration, de l'intégration à la production. Tout ça avec une plateforme, donc une interface graphique. Alors bien sûr, tout ce qui est disponible en interface graphique l'est aussi par API avec Databricks. Donc on peut automatiser, scripter, on peut faire du MLOps sur Databricks. Et donc là, on a fait par exemple un use case avec un client où à chaque fois qu'on bascule de dev à test, on a un hook qui se lance et qui va tester le modèle pour que certaines métriques soient suffisantes, que le modèle soit bien avec une bonne description, qu'il soit performant aussi avec les données qui sont en format test, enfin les données de test. Voilà. Et donc ça permet de passer, donc peut-être valider la mise en production ou la mise en test d'un modèle. Et donc, comme je disais, donc MLflow, il y a un modèle registry, mais il y a aussi tout cet aspect de suivi d'hyperparamètres. Donc on va pouvoir aussi sauvegarder ces hyperparamètres et voir quels sont les meilleurs hyperparamètres par rapport à notre modèle. Oui, c'est un problème classique en data science, c'est de garder la trace de toutes les expériences qu'on a fait, quel dataset a entraîné quel modèle avec quel jeu d'hyperparamètres pour pouvoir revenir dans le passé également aussi pour pouvoir redéployer un modèle à un moment donné. Voilà. Donc ça, c'est disponible aussi en open source. Alors, par contre, pour répondre à qu'est-ce qui ne l'est pas, donc, on a bien effectivement Photon qui n'est pas disponible en open source. C'est pour les clients qui ne sont pas clients Databricks, ne pourront pas l'utiliser. Il y en a aussi un autre produit qui s'appelle AutoML, qui va simplifier énormément la partie classification, la partie forecasting et la partie régression. Donc ça, avec un simple dataset qui soit sur différents formats, on va pouvoir le charger avec AutoML et on va lui dire quelles sont les colonnes, enfin le label qu'on veut prédire, et automatiquement on va lancer une multitude d'algorithmes en parallèle, et à la fin avec MLflow il va nous dire quel est le meilleur modèle et quel est le meilleur algorithme et quels sont les meilleurs hyperparamètres. C'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Je parlais de ça avec Julien Simon chez Hugging Face. Nous, chez AWS, on a lancé aussi un low-code ML à reInvent. On peut mettre AutoML dans cette catégorie-là, du low-code, no-code, c'est du point and click pour préparer les données. Oui, et puis le système me propose un algorithme et on le teste, et puis c'est bon, je ne dois pas écrire du code. Alors c'est ça qui est... Oui, alors effectivement, c'est du no-code, hein. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'à la fin, ça nous génère vraiment du code. C'est-à-dire qu'on va avoir un notebook complet avec la phase de préparation. Là, par exemple, si la plupart des algos de machine learning, il faut faire du one-hot encoding. Donc ça, on va le voir comment c'est fait. On va voir quelles sont toutes les étapes en fait pour construire ce modèle-là. Et donc, imaginons que même le modèle qui soit créé soit encore améliorable, en fait le data scientist va pouvoir partir de ce modèle-là, enfin de ce notebook, et va pouvoir l'optimiser en fonction de ses connaissances. J'aime bien ces systèmes de low-code qui génèrent du code parce que ça unifie un peu le meilleur des deux mondes. On peut avoir des gens moins techniques, des business analysts qui utilisent la partie no-code pour exprimer ce qu'ils veulent faire, et puis avoir un spécialiste qui repasse derrière, un data scientist comme tu dis, qui peut optimiser, qui peut rajouter, intégrer ça à quelque chose d'autre, etc. Donc c'est réutilisable. Donc AutoML, et ça juste parce qu'on parlait des briques open source versus briques commerciales, c'est dans la partie open source? Non, c'est dans l'autre, c'est dans l'autre partie. Oui. Je m'en doutais. En posant la question, je le sentais, mais c'est normal parce que c'est là qu'il y a énormément de valeur ajoutée pour les clients. J'ai une bonne idée, enfin je me représente bien comment ça marche et ce qu'il y a moyen de faire aujourd'hui avec Databricks. Quelles sont les tendances que vous voyez pour le futur? Comment c'est quoi les tendances techniques du futur? Déjà, on n'a pas encore à parler de la partie SQL Endpoint. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous aussi. C'est en tant que data warehouse, parce que finalement, lakehouse, on veut aussi attaquer cet aspect-là. On veut pouvoir faire des requêtes simplement et donc pouvoir les exposer vers un QuickSight, par exemple.
ou autre, un Power BI ou un tableau. Ouais. Et donc ces données qui sont dans notre lakehouse, on veut donc les exposer et donc pouvoir les afficher rapidement dans un dashboard. Et pour ça, on a besoin d'un endpoint SQL. Donc on a aussi sorti un produit qui va permettre justement d'exposer ce endpoint et avec un driver que l'on communique. Et on a fait aussi le choix d'avoir un fort partenariat. Et donc maintenant, on va avoir des partners connect, ce qu'on appelle ça. Et donc on va avoir des facilitateurs pour faire ces connexions avec par exemple Tableau et je perds ma voix. Tableau et QuickSight et les autres. Attends, je voudrais revenir un moment sur ce point-là. Donc, c'est quelque chose que je déploie dans mon compte. De nouveau, je suppose à partir de votre console, c'est une option de déploiement et qui va créer un endpoint auquel des applications peuvent envoyer des commandes SQL au travers d'un standard de communication. Ouais. Je suppose c'est JDBC ou DBC ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, ça veut dire que si moi je suis ingénieur, depuis mon IDE, je peux me connecter à Databricks par JDBC, mais je peux aussi l'intégrer dans des solutions de dashboarding, des solutions de BI comme Amazon QuickSight si on parle chez nous, mais tu as mentionné Tableau qui est probablement beaucoup plus utilisé. Oui. C'est bien ça, j'ai bien compris. Ça. Et c'est en serverless? Non, il y a un serveur, il y a une instance EC2 qui est déployée sur mon compte pour faire ce bridge. Alors c'est ça, c'est que là on a l'option, donc où vous pouvez faire comme pour du Spark classique, donc déployer votre cluster sur le compte AWS, sur votre compte AWS. Mais on a aussi l'option, parce que là, en fait, on va vouloir faire des requêtes très rapidement. Et donc, on n'a pas envie que quand la première personne qui va faire la requête se tape le chargement de l'instance, etc. Ça peut prendre quelques minutes, ou quelques dizaines de secondes plutôt. Et donc ça peut être un peu long pour le premier qui va faire la requête. Et donc on a une option qui s'appelle serverless, où là c'est nous on va avoir un pool d'instances qui sont déjà up et qu'on va pouvoir donner au client. Et c'est comme ça, le chargement va se faire en quelques secondes plutôt qu'en quelques dizaines de secondes. Et donc il y a pas ce temps de démarrage de l'instance. Donc les SQL endpoints, tu dis ça va arriver ou c'est déjà là? C'est déjà là, c'est déjà en GA depuis fin 2021. Donc vous pouvez déjà l'utiliser, c'est d'ailleurs beaucoup de clients l'utilisent, on a une forte traction là-dessus. Parce qu'on voit que on voit que il y a un gros intérêt finalement d'exposer nos données à différents outils justement pour le BI, ça fait partie des axes de développement qu'on a choisi avec Databricks parce qu'on voit qu'il y a une forte traction. Et donc cette partie serverless aussi est disponible. Donc vous pouvez déjà les utiliser sans problème. Et c'est basé aussi, donc serverless utilise par défaut Photon. Donc là, vous allez avoir aussi cette amélioration de performance avec ce nouveau moteur. Jusqu'à 10 fois plus rapide que l'engin basé sur une JVM, si je me souviens bien ce que tu as dit. Ouais. Autre nouveauté à venir ou qui arrive là, j'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle Unity Catalog. C'est quoi? Alors Unity Catalog, c'est un produit pour le management de vos données, pour la gestion des droits. Parce que en fait on voit que c'est souvent complexe de gérer tous ces droits, parce que nous on a un aspect data lake, donc on va avoir accès aux fichiers, on va avoir accès aux tables, donc c'est comment on unifie ça. Et aussi la plupart de nos clients sont multi workspace, donc on peut avoir un workspace pour différentes business units, on peut avoir des workspaces aussi pour différents utilisateurs, donc ça peut être data scientist, data engineer, etc. Et donc on veut unifier cette gestion de droit des données. Et pour ça, on va plus avoir les droits qui sont au niveau du workspace, donc au niveau un workspace, je dirais qu'on n'a pas parlé, mais c'est un ensemble, c'est un environnement de travail, où on va pouvoir créer plusieurs clusters. Mais souvent, la plupart des entreprises en ont plusieurs. Et donc, on veut avoir quelque chose qui soit au-dessus pour gérer les droits. Donc, les droits, avant, on peut toujours les gérer par des droits IAM qu'on va donner à nos moteurs d'exécution. On va dire, pour ce cluster-là, on va vous donner ce rôle-là.
mais on veut aller plus finement, on veut pouvoir gérer des droits aussi au niveau des colonnes, au niveau des lignes. Potentiellement, voilà, on va taguer cette colonne-là comme étant quelque chose de non compliant avec la GDPR, ça peut être des données personnelles, et donc on n'a pas envie que nos data analysts puissent les lire, et donc on va pouvoir gérer ça hyper finement. Et aussi, on va avoir un aspect avec l'Unity Catalog, c'est qu'on va pouvoir faire du partage de données. Donc, imaginons qu'on travaille par business unit et qu'on veut envoyer nos données de façon sécurisée à d'autres business units ou même à d'autres partenariats, d'autres partenaires plutôt externes. On va avoir un système qui va être sécurisé, qui va permettre de faire cet échange de données. D'accord. Déjà disponible ou à venir? Alors, c'est pareil, c'est en preview. Donc on peut l'activer pour les clients sur demande. Parfait. Dernière question, on a une grosse traction de notre côté de la part de nos clients pour utiliser des processeurs Graviton, des processeurs à architecture ARM, qui sont 40% plus performants en matière de ratio coût-performance en tout cas, et surtout qui consomment moins d'énergie, donc qui sont plus verts également, qui jouent un rôle important dans, j'allais dire la sustainability, mais je cherche le mot en français, la durabilité des solutions qu'on peut déployer, et on sent un vrai intérêt des clients, et en particulier des clients français sur les solutions durables dans le cloud. Est-ce que je peux déployer Databricks sur des processeurs Graviton? Alors c'est un très bon point. Effectivement, on a quelques instances qui sont compatibles, mais pour l'instant, ce sont des instances d'ancienne génération, donc on n'a pas encore les derniers, parce que j'ai vu qu'avec Graviton, Re-Events... Ça c'est normal, c'est parce que oui, enfin forcément on vient de la sortir il y a 2 mois, il y a un peu de temps pour que vous adoptiez, mais aujourd'hui votre solution Databricks fonctionne déjà sur la première et la seconde génération de Graviton. Donc, c'est une option que j'ai quand je déploie mon cluster, je peux dire Intel ou x86 ou... Alors on n'a pas tous les instances qui sont possibles, parce que vous avez plus de 200 il me semble, mais on a vraiment je pense une quarantaine ou une cinquantaine de types d'instances qui sont disponibles, donc on a vraiment du choix. Alors ça c'est vrai pour la partie non serverless. Pour la partie serverless par contre on vous laisse pas le choix, et c'est bon, en fait, c'est votre implémentation, c'est le principe du serverless. Je posais la question, je connaissais un peu la réponse, parce que dans un podcast qui a été publié il y a quelques semaines au moment où vous écouterez celui-ci, j'ai parlé avec un de nos clients qui s'appelle Bedrocks, qui est une société établie à Lyon qui fait des solutions de vidéo streaming. C'est eux qui sont derrière Salto ou Sysplay par exemple, et qui m'expliquaient qu'ils utilisaient Databricks pour certains de leurs clusters analytics, et notamment avec Graviton, et qu'ils voyaient justement cet effet prix-performance juste en changeant l'architecture sans rien changer dans le code, diminuer le prix du jour au lendemain. C'était une option qu'ils apprécient. Retournez dans l'historique des podcasts pour retourner cet épisode-là qui a été publié début mars, si je me souviens bien. Merci Florent pour... t'as vu, je ne me suis pas trompé, j'ai dit Florent. Merci Florent pour ces explications super claires. Je le répète, dans les notes du podcast, vous scrollez un peu, vous trouverez le lien pour bien démarrer sur Databricks avec votre solution de trial pour pouvoir essayer cela, et puis le lien pour vous contacter également si on veut aller plus loin dans le déploiement des solutions et d'être accompagné par l'équipe basée en France. Florent, merci pour tes explications très claires. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de ce podcast AWS en français. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.